Curtis Blades, les gars. Le fardeau de l'UFC. C'est terrible. Ce mec termine tout le monde, sauf si vous vous appelez Francis Ngannou ou Derrick Lewis. Hier, il a dominé debout Chris DeCaus, qui était dans le top 10 mondial, là où on ne l'attendait pas finalement, comme ce qu'il avait fait il y a quelques années de ça contre Junior Dos Santos. Donc mine de rien, là, il devient encore plus flippant, ce Curtis Blades, qui confirme bien, après sa déconvenue face à Derrick Lewis, puisqu'il était revenu face à Jairzinho Rozenstruik, qui posait, mine de rien, aussi les mêmes dangers, à savoir un equalizer assez impressionnant, avec une énorme puissance. Il l'avait très bien géré. Et là, victoire par TKO dès le début du deuxième round pour Curtis Blades, impressionnant. Ce monsieur est vraiment flippant. Big Rusty, je te propose qu'on lance le générique ? Ouais. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Curtis Blades, Rust, qu'est-ce que t'as pensé de sa performance au global? Et puis, même what's next pour lui? Parce que là, c'est tendu. C'est tendu, honnêtement, à part un title shot, un titre intérimaire, ou une revanche, tu vois, si tu veux le faire patienter contre Derrick Lewis, mais ça n'aurait pas vraiment de sens au regard du classement, c'est très compliqué. Oh wow, Rust, il a fait. Là, généralement, quand il fait ça, c'est que c'est très très clair. Non, c'est parce que je suis d'accord sur le fait qu'un combat contre Derrick Lewis n'aurait pas de sens. En soi, je pense que, un peu comme tout le monde, ce que j'ai pensé de la performance de Curtis, c'est que non seulement il a impressionné, mais il a même impressionné dans un domaine où on savait qu'il était très bon. On l'avait dit dans la preview avec Chris, le fait que debout, oui, il est connu pour sa lutte, mais il est extrêmement talentueux, complet et dangereux debout aussi. Et je m'attendais pas à ce qu'il n'essaye même pas de mettre de takedown. Il a vraisemblablement voulu prouver que debout, il ne craignait pas Chris Daukaus. C'est ce qu'il a fait. Et au-delà de montrer qu'il ne le craignait pas, il a surtout montré qu'il faisait jeu égal en pur striking. Et vraiment, ça m'a impressionné parce que il l'a fait techniquement. C'est-à-dire qu'on sait que Chris Daukaus est un très bon heavyweight, qu'il est mobile, qu'il est technique, qu'il est rapide. Là, par son utilisation des déplacements, des feintes, son utilisation du jab, la manière dont il choisissait les coups qu'il envoyait Curtis, son in and out, généralement c'est lui qui touchait et il repartait sans être touché, c'est lui qui initiait les échanges au bon moment et il avait un bon rythme pour initier et ensuite lorsque Chris répondait, il évitait la réplique et limite il contrait. Honnêtement, en pur striking, je mettais même le premier round, tu vois, avant le KO, je mettais Curtis Blades gagnant dans ce round, quoi. Alors que zéro, non seulement tentative de takedown, mais même pas des feintes de mise au sol, même pas, il a pas voulu. Il était là pour montrer que, ok, d'accord, tout le monde est en mode Chris Daukaus, bon, sa chance, il l'a debout, machin. Ok, on va voir. On a vu. Et c'est vrai que c'est là que c'est impressionnant, c'est cruel pour Curtis Blades, on le dit à chaque fois. En fait, à moins que tu n'aies cette espèce de d'equalizer ultime qu'ont Derrick Lewis et Francis Ngannou, il a battu tout le monde. Et là, et en plus la capacité, pardon, et je me permets de te couper juste. Vas-y. La capacité à bien s'en servir, parce qu'on a vu qu'un Jairzinho Rozenstruik, lui n'a pas cette capacité à briller dans le chaos comme l'a Derrick Lewis, ou Francis sa capacité à le déclencher au moment le plus opportun. Ouais. Non, et encore c'est quelque chose qui peut améliorer, tu vois, contre Derrick Lewis, c'était une erreur de sa part qui a fait qu'il a pris le KO. Enfin, si ça se trouve, je sais ça fait plusieurs fois qu'on le dit depuis qu'on suit la carrière de Curtis Blades, mais si ça se trouve, là, on a le Curtis Blades version ultime qui va devenir champion. C'est tout à fait possible. J'ai déjà entendu ça, je crois. J'ai déjà entendu ça. J'ai déjà entendu ça quelque part. Mais vraiment, parce que en soi, il a réclamé il a juste demandé le title shot contre Cyril Gane. Ça aurait vachement de sens. Est-ce que l'UFC peut vraiment lui refuser? Je sais pas, parce que là, après l'UFC va lui refuser. Ouais, mais pour mettre qui alors?
Thomas Spinal direct. T'as Thomas Spinal, en fait, on en parle à chaque fois aussi concernant Curtis Blades, et c'est pour ça qu'on dit fardeau de l'UFC, et vous voyez, enfin, il n'y avait aucun sens à ce que l'UFC, après qu'il soit... Oh wow, closing them doors. Il y avait aucun sens à ce que Curtis Blades affronte Chris Dakehouse qui restait sur une défaite par KO contre Derrick Lewis alors que le mec est classé 2ème de la catégorie, tu vois. Il y avait aucun sens. Ils auraient pu le mettre ils auraient pu attendre un peu contre Tai Tuivasa, ils auraient pu attendre contre Thomas Spinal, ils auraient pu faire un combat contre Stipe Miocic ou au moins demander à Stipe est-ce que ça te dit de l'affronter pour le titre intérimaire. C'est juste qu'ils ne veulent pas de Curtis Blades parce que c'est 2 défaites contre Francis et surtout il ne vend pas quoi. Il ne vend pas. En fait, j'ai pas envie de, parce que les gens vont se dire putain Guillaume à chaque fois il nous saoule avec ça quasiment dans chaque podcast. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans cette catégorie heavyweight, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, il y a des nouveaux noms qui arrivent et on en parlait même que c'était un danger pour Cyril parce qu'il y a des Tai Tuivasa et des Thomas Spinal et dans d'autres générations Stipe Miocic et John Jones qui sont certes un petit peu plus âgés, mais où c'est pour l'UFC la garantie de faire sold out là où ils vont faire le combat, et en plus d'avoir des résultats en pay-per-view. Alors que malheureusement, Curtis Blades, même si on est d'accord sportivement, le mec est un cauchemar pour tout le monde, malheureusement il ne présente pas ces mêmes garanties du côté de l'UFC, surtout que, vous voyez bien, là, les prochains combats pour tous ces mecs-là, donc que ce soit de Tai Tuivasa à Curtis Blades, on est dans titre intérimaire ou même titre... En gros, c'est combat main event d'un pay-per-view. Donc forcément, pour l'UFC, il y a beaucoup plus d'enjeux que ce qui s'est passé là, où c'était un UFC Fight Night. J'aurais bien aimé d'ailleurs avoir les résultats. Je ne les ai pas malheureusement en termes de billetterie de l'UFC Columbus, parce que ça vous donne aussi un indicateur de est-ce que le mec est vraiment bankable. S'il a rempli Columbus, là on peut se dire ok, il y a quelque chose qui se passe. Je les ai pas du tout au moment où on fait ce podcast-là, mais en tout cas pour l'UFC, c'est hyper important de faire ça. C'est pour ça aussi que quand il y avait l'UFC 265 en août dernier à Houston, l'UFC avait précipité Derrick Lewis et n'avait pas voulu attendre Francis parce que c'était en mode on a l'événement à Houston, il faut qu'il y ait Derrick Lewis et donc soit on compte sur toi, soit on va mettre un titre intérimaire, et c'est pour ça qu'ils avaient fait le combat entre Derrick Lewis et Cyril Gane. Donc voilà pour la petite histoire autour de Curtis Blades. Moi je pense que je te rejoins, il a raison de faire son call-out, il a raison de demander le titre intérimaire. Malheureusement je pense que ça ne va pas suffire et personnellement, je pense que la meilleure option pour lui, ce serait, et de toute façon, avec les game plans qu'il a, même si là, c'est vrai qu'on le voit un petit peu changer, c'est d'espérer, tu vois, une blessure ou essayer de se faufiler comme ça, mais sinon, très 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 compliqué pour lui, tu vois, ou de repartir sur une folle série de victoires, mais sinon, j'ai du mal à voir l'UFC, tu vois, lui permettre d'avoir un title shot, ou en tout cas un gros combat, à moins que, et là, finalement, c'est l'autre option, mais très peu probable, c'est qu'un des mecs très bien classés disent j'ai envie d'affronter Curtis Blades, sauf que vous avez bien vu Thomas Spinal, il a dit je vais affronter Tai Tuivasa. Ouais, mais voilà. Le problème c'est que c'est la meilleure preuve et ça confirme ce que tu dis, c'est-à-dire que et ça on le sait parce que à travers des discussions avec pas mal de combattants professionnels, on l'a entendu tellement de fois, mais tous les combattants pros veulent, mais c'est le truc le plus logique du monde, ils veulent être sur des cartes ou face à des gens qui font parler, qui créent l'événement, qui font que il se passe quelque chose et que ça va créer de l'excitation pour les fans. Donc c'est clair que Thomas Spinal, il vient de faire un truc monstrueux contre Volkov, il a envie d'être contre le gars qui va faire que les fans sont en mode oh il affronte Tai Tuivasa, oh là là, ça va être incroyable. Il y aura pas ça face à Curtis Blades, tu vois, personne va être en mode oh il affronte Curtis Blades, putain ça va être incroyable. Alors que ça va être incroyable, tu vois, si jamais ils s'affrontent. Mais ouais, non, c'est pour ça. Comment dire, pour le coup, Thomas Spinal confirme un petit peu ce que tu viens de dire, je pense, quoi. Oh putain. Et au niveau des stats, waouh. Ok. Au niveau des stats, bon. Donc sold out, 18 630 places. Oh, wow. 1 920 000. Record pour un UFC Fight Night aux États-Unis. What? Donc, mais après, en fait, c'est ça, c'est. Il y avait, je sais pas si ça participe, mais il y avait Matt Brown. Et surtout, et surtout, tu vois, je me permets de pondérer ce résultat, dans le sens où certes c'est impressionnant pour un Fight Night, aux États-Unis. Ça a fait 1 920 000, donc certes c'était sold out, mais les places étaient peu chères par rapport aux autres UFC. À titre de comparaison, si on prend l'UFC London, alors je suis C'était 4 millions le Gates, non? C'est ça, c'était 4 millions avec 17 000 places. Ça, c'est un autre délire. Voilà, c'est ça, ça vous donne une idée en fait tout simplement. Donc là, voilà, je reprends les stats exacts. Voilà, 17 000 places, 4 500 000.
Donc ok, ils ont fait sold out, ok c'est un record pour un Fight Night aux États-Unis, mais vous voyez bien que les places étaient quand même beaucoup moins chères que l'UFC London. 4 fois moins cher visiblement. Ouais. Donc voilà, ça permet quand même de voir que l'UFC attire et Curtis Blades attire, mais c'est pas au même niveau que ce qui s'est passé par exemple il y a une semaine à Londres. Voilà. Donc c'est pas mal d'avoir ces éléments chiffrés en plein podcast, comme ça on a la lumière globale sur ce qui s'est passé. Allez-y Big Rusty. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est le retour, petit à petit, de l'UFC dans des arènes, tout simplement. Et c'est vrai que que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis, je pense que là aussi il y a un côté, les gens étaient affamés de ce genre d'événement, quoi. Et en plus c'était un UFC où même si t'es pas connaisseur, ouais, voilà, c'est la première fois que l'UFC revient dans l'Ohio ou revient aux États-Unis dans cet état-là, en tout cas, ça faisait donc au minimum 2 ans. Enfin, il bénéficie aussi de ça, je pense. Il y a le côté Matt Brown qui est l'enfant de l'Ohio aussi. Enfin, je sais pas si ça a participé beaucoup, mais c'est aussi une période qui favorise l'envie des gens d'absolument vouloir venir regarder un événement UFC, je pense. Puis l'envie d'avoir envie, Big Rusty. Allez, on va se quitter là-dessus. Big shout out. I'm a sweet pea. Sweet protein, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Personne ne porte aussi bien que Rust les t-shirts Venom. C'est important d'avoir des pecs et un dos comme lui si vous voulez vraiment les mettre en valeur. Les pecs sont absents. Hein. J'ai plutôt des pecs en mode guaco, mais c'est-à-dire que on a l'impression que c'est stylé, mais en fait, c'est-à-dire pas trop de pecs. Voilà, mais c'est pas grave. Il peut y avoir des pecs sans que ce soit volumineux. Voilà, ça c'est exactement le genre de personne qui m'énerve. Vous voyez, toute la planète, mais c'est vrai. Moi y compris, aimerait être tanké comme Ross, mais il va se dire, oh non, mes pecs, c'est rien du tout. Mais on parle des pecs. Oui, on parle des pecs. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Non, non. Arrêtez avec la fausse modestie. On quittera pas ce podcast. Si, on quittera ce podcast parce que les gens maintenant savent qui est qui, en fait. Et j'attendais ce podcast-là. J'attendais ce podcast-là, monsieur. Pour enfin mettre la lumière sur votre comportement qui est scandaleux. Attends. Et justement, tu sais que, ce qui est bien, c'est qu'on est en fin de podcast et il y a probablement plus grand monde. Oui. Tu sais que j'avais lu justement un bouquin qui m'avait fasciné quand j'étais petit sur les Indiens d'Amérique. Bon, il y a plein de tribus, il y a plein de différents Indiens d'Amérique, les Indiens des plaines et encore machin. Et un des bouquins qui m'avait fasciné, c'était un des bouquins sur, purée. Et évidemment, j'ai oublié le nom de l'ethnie native américaine, mais en gros, ils expliquaient que dans cette ethnie native américaine, la fausse humilité était très mal vue. Parce que, en gros, ça, c'est la survie. C'est-à-dire, à cette époque-là, dans les plaines, on n'est pas en mode, c'est pas les mêmes préoccupations qu'on a aujourd'hui, nous, dans nos sociétés, entre guillemets, comment on appelle ça, sédentaires. Et en gros, la fausse humilité, c'était très mal vu parce que si tu savais faire un truc et que tu le disais pas, en fait, tu foutais tout le monde dans la merde. Et du coup, c'est pour ça que quand tu savais faire quelque chose, fallait pas se vanter et dire je suis le meilleur de toute la putain de plaine ouest, tu vois, mais fallait dire je suis bon à tirer à l'arc à cette distance-là, je suis solide et je peux y aller quand il neige, j'ai pas de problème de pied froid machin. Donc depuis que j'ai lu ça, non, justement, je pense qu'il faut qu'on essaye tous, mais c'est ça qui est bien, mais qu'on essaye tous d'être le plus objectif possible. Mais donc c'est pour ça, j'ai pas de pecs volumineux, mais c'est pas grave puisqu'ils sont efficaces pour ce que j'en fais. Eh bien, je ne suis pas de cette ethnie, mais je condamne quand même ce que tu viens de dire. Allez, à la prochaine. I'm fucking coming for you!